Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com. À mon avis, vous êtes très nombreux à attendre ce débriefing F1 spécial Grand Prix du Brésil parce qu'on a vécu un Grand Prix extraordinaire et que ça y est, le verdict de la saison est évidemment tombé. Jean-Luc, salut. Bonjour LFB. On a beaucoup de choses à dire, je crois. Je crois qu'on a effectivement beaucoup de choses à dire. C'est un Grand Prix qui a dépassé nos espérances à tout niveau. Je crois que s'il y a un scénariste, il y avait George Lucas qui était présent du côté d'Austin. Je crois que si c'est lui qui avait écrit le scénario, il n'aurait pas fait mieux. Alors la victoire de Button, le titre mondial bien évidemment pour Sébastien Vettel. Je te propose quand même de commencer par le nouveau champion du monde qui enchaîne par un 3e titre consécutif. Alors, tu as envie de commencer par le bilan d'une année pour lui ou revenir dès le départ de ce Grand Prix avec ce qui lui est arrivé dès le premier tour? Je crois que compte tenu de la manière avec laquelle, le brio avec lequel il a décroché ce 3e titre de champion du monde consécutif, il faut rappeler que ça, c'est exceptionnel. Il n'y a que 2 champions dans la légende, et tu vois, je glisse donc déjà tout seul pour recadrer dans l'histoire de la Formule 1. Il y a Juan Manuel Fangio qui a aligné comme ça des titres consécutifs, 4 de mémoire, et il y a Michael Schumacher qui en a aligné également. Ce sont, lui, 5 en tout, mais notamment évidemment 3 consécutifs. Absolument. Donc, quelle référence pour Sébastien Vettel. Je crois qu'il faut dire également que c'est le premier et le plus jeune triple champion du monde de l'histoire, puisqu'il avait déjà les titres de plus jeune champion du monde tout simple, plus jeune double champion du monde qu'il avait arraché à Fernando Alonso, et a fortiori plus jeune triple champion du monde, de surcroît LFB, 2 rangs, puisque aucun des champions dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire Fangio et Schumacher, n'est parvenu à aligner à partir de son premier titre, 3 titres consécutifs, donc il fait mieux que Fangio. Voilà, ça c'est pour replacer dans l'optique. Je crois qu'on a affaire vraiment à un pilote exceptionnel, faut le dire, faut le redire. Alors certains lui reprochent peut-être un certain manque de charisme en dehors de la monoplace, mais moi je dis on s'en fout complètement. Voilà, ceux qui adorent Raikkonen adorent le champion. Et là, ce titre, nom d'un chien, et là tu vas me relancer, il a été le chercher, parce que se retrouver dernier au premier tour, c'est pas évident. Bon, alors effectivement, le Grand Prix n'est pas parti depuis 20 secondes, qu'il y a déjà un coup de théâtre absolument incroyable. Sébastien Vettel se retrouve à contresens, à l'envers, tout le monde le double. Comment tu l'as vu sur le moment? Comment tu l'as commenté? Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Écoute, incroyable. Bon, déjà, j'allais dire, les ferments du scénario étaient présents sur la grille de départ parce qu'on n'a pas senti les Red Bull Renault avec leur superbe habituel. On savait bien que la réplique viendrait des McLaren Mercedes. On l'avait compris dès les essais libres. Oui. Mais là, à ce point, il y avait le mur gris métal, le mur gris acier, constitué des 2 McLaren Mercedes. Et on s'est dit, là, même pour Alonso, parce qu'évidemment, sachant que si quelqu'un enlevait potentiellement la victoire à Alonso, il lui enlevait les 25 points, on s'est dit, ça va être un mur infranchissable ou très difficile à franchir. Un départ un peu chaotique pour Vettel qui se retrouve au milieu du paquet et malheureusement arrive ce qu'il devait peut-être arriver avec des conditions également atmosphériques qui étaient menaçantes à ce moment-là. Il part en tête à queue, on se dit bon ça y est, c'est fini, il se fait toucher 1 fois, 2 fois, il va rester sur le carreau et puis miraculeusement il repart, on se dit on va l'arrêter au stand. D'ailleurs on entend bien la radio qui lui dit reviens au stand et après on lui dit non, on peut rien faire, continue. Et on lui dit ta voiture n'a rien et instantanément, il fait claquer le meilleur tour en course. Oui. Incroyable, la détermination, il ne se pose aucune question, il se dit maintenant j'ai qu'une solution, ce titre de champion du monde, je dois aller le chercher, c'est-à-dire que le scénario est en place, là il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas la pénalité, c'est celle du terrain, c'est celle du circuit, il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, il n'y a personne à incriminer et il repart bravement, moi je dis que c'est vraiment un pilote exceptionnel. Donc là tu mets plus en avant sa bravoure pour remonter effectivement, aller chercher son titre, que la chance qu'il a quand même eue. Écoute, il en faut. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple de champion du monde qui n'ait eu de chance à un moment ou à un autre, même avec un seul titre. Il faut toujours à un moment que la chance vienne à toi. Maintenant, moi je suis de ceux qui pensent, et même dans la vie, que souvent la chance, ça se provoque. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui subissent, il y a les gens qui sont là, qui craignent toujours qu'il leur arrive ceci ou cela, et puis il y a ceux qui vont, et moi je me revendique à tout niveau de ces gens-là, en toute modestie, parce que dans la vie c'est ça, si on prend son destin en main, parfois, alors ça passe, ou ça casse, mais au moins, on n'a aucun reproche à se faire. On y a été au charbon, on a été au baston, on a été chercher ce titre. Et là, évidemment, il aurait aimé, il aurait imaginé un scénario moins catastrophique, Sébastien Vettel, mais les faits lui ont permis, alors tu parles de chance, oui, bien sûr, il aurait pu ou dû être percuté beaucoup plus gravement et rester sur le carreau, ou ramener une monoplace blessée à son stand, une monoplace privée de ses capacités. Ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que oui, c'est quelqu'un pour être triple champion du monde de rang à son âge. Oui, il faut un petit peu de chance. Ouais.
À un moment donné, dans la course, Alonso est virtuellement champion du monde pourtant. Oui. C'est arrivé à un moment donné dans la course, Oui. qu'il ne puisse pas revenir, etc. Alors, Alonso, qu'en pensez? Il a fait ce qu'il pouvait faire de mieux. Une nouvelle fois, ce Grand Prix est à l'image de sa saison. C'est-à-dire que là aussi, en qualification, il fait ce qu'il peut. Il décroche le 8e temps derrière Massa. C'est moyen. Il n'incrimine personne. Il dit j'ai fait ce que j'ai pu. On se demande si effectivement il n'y a pas un réglage un petit peu tourné vers la pluie, parce qu'on est toujours malin chez Ferrari. On se dit, à armes égales, on ne parviendra pas à battre Vettel et à gagner. Maintenant, si la météo vient dans notre camp, peut-être qu'on a une petite chance de faire mieux. Donc, c'est une possibilité. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on se pose la question, c'est possible. Maintenant, une 8e place sur la grille pour Alonso, c'est pas un scandale non plus. Ça lui est arrivé plusieurs fois. Et une 6e pour Massa, qui confirme que c'est possible. Bon, après, il se retrouve un petit peu mieux placé par 7e, et il mène un Grand Prix formidable aussi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on se dit, c'est dommage qu'il y ait un perdant. Parce que ce sont deux champions exceptionnels, deux doubles champions du monde. L'un des deux sera sacré une 3e fois à l'issue de ce Grand Prix. Et Alonso fait le boulot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le mur, finalement, qui s'est fendillé. On verra pourquoi. Il n'y a plus qu'une McLaren, mais elle est devant. Et donc, Alonso ne peut pas réussir son challenge de gagner ce Grand Prix. On sait que pour être champion du monde, quelle que soit la position de Vettel, il doit être dans les 3 premiers, Après, on refait le calcul pour voir s'il gagne, il faut que Vettel soit 4e. S'il est 2e, il faut que Vettel soit au moins 8e. Et s'il est 3e, il faut que Vettel soit au moins 10e. Bon, ok, mais ça, c'est dans un 2e temps. Lui, son objectif, c'est de gagner le Grand Prix, ou en tout cas d'être le mieux possible. Alors bon, juste, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un reproche. Évidemment que Massa, qui fait un Grand Prix au moins aussi brillant que celui d'Alonso, le laisse passer, on va y aller clairement. On n'a pas l'habitude d'avoir la lampe de bois ici sur ce débriefing. C'est normal. Et d'ailleurs, moi je dis à l'antenne sur RMC qu'à un moment, Vettel, il a un fusible encore. Weber, qui est devant lui. Tout à Alors fait. bien sûr, il est loin devant lui, mais à un moment, on sait très bien que si jamais le titre de Vettel est en jeu, moi je me demande comment ça pourra se passer, et dans la tête de Christian Horner, et dans la tête de Mark Webber. Non, t'as raison. Pour conclure sur Fernando Alonso, si on me permet aussi ce petit avis personnel, je lis bien sur les réseaux sociaux, sur Internet, que beaucoup voient en Fernando Alonso un vainqueur quasi moral de la saison. Moi, je ne suis pas d'accord. Sébastien Vettel, tu viens de le dire, a parfaitement mérité quand même son titre, il est allé le chercher. Non, ce qui peut-être provoque un regret, c'est qu'effectivement Fernando Alonso, sur l'ensemble de sa carrière, n'est que toujours un double champion du monde. Et qu'effectivement, on a tendance à penser qu'il mériterait d'être un triple champion du monde. C'est encore passé près. Il ne l'a pas encore eu cette année, c'est vrai. Oui, mais si on refait l'histoire, on ne va pas remonter trop loin. Combien de champions du monde auraient pu être titrés plus de fois? Ayrton Senna, Alain Prost, on le sait très bien. Il y a un certain nombre, Mika Hakkinen, il y a un certain nombre de Fernando Alonso, à d'autres reprises. Alors c'est vrai que c'est regrettable, je l'ai dit. On aurait aimé finalement, enfin pas qu'il n'y ait pas de vainqueur, mais qu'il y ait 2 vainqueurs, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il en fallait un. Et à la pointe de l'épée, en tout cas la pointe du combat, c'est bien Sébastien Vettel qui a triomphé, sans que Fernando Alonso démérite. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, il l'aura peut-être un petit peu amer de ne pas avoir décroché ce 3e titre, mais en se disant, on a tout donné, et c'est le plus important. Et peut-être, on peut dire aussi, évidemment, on va refaire les comptes. Où a-t-il perdu le championnat? On est obligé de penser à l'accident de Spa, évidemment. Où là, il aurait marqué des gros points. Évidemment, quand on termine à 3 points et qu'on a été privé d'un très beau résultat. Alors, il n'y a pratiquement que là que lui a payé l'addition, parce que la monoplace est extrêmement fiable. Oui, il y a le Japon. Oui, il y a le Japon. C'est vrai. Voilà, mais alors là, pour le coup, ce n'est pas de sa faute, c'est un fait de course. On ne va pas ergoter, on en a déjà parlé ici même, dans ce débriefing, des responsabilités respectives de Raikkonen et d'Alonso. D'ailleurs, aucun des deux ne s'est plaint. C'est un fait de course, point. Malheureusement, il a payé l'addition. Je suis d'accord. Alors qu'à Spa, il n'y est pour rien du tout. Oui, c'est ça. Bon, on va revenir sur ce Grand Prix du Brésil. Alors, pendant que Vettel et Alonso s'expliquaient pour le titre mondial, on vient d'en parler, il y avait une autre explication formidable à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Hamilton-Hülkenberg pour la victoire du Grand Prix. Hülkenberg, dis donc, sensationnel. Écoute, c'est un circuit qui lui réussit. On rappelle bien sûr que c'est là qu'il avait décroché une pole position. Alors certes, on l'avait mise un petit peu entre parenthèses parce que c'était dans des conditions comme celle-là, d'ailleurs, avec une pluie qui tombait ou au contraire une piste qui s'asséchait de bonne mémoire. Dans le tout dernier tour des qualifs, hop, il décroche la pole avec la Williams à l'époque. On se dit, bon, c'est bien Hülkenberg. Après une année sabbatique, c'est le cas de le dire. Et puis il revient. Non, c'est un pilote qui est talentueux. C'est un pilote qui est en train de mûrir. C'est une très très belle recrue pour l'équipe Sauber Ferrari, évidemment, puisqu'on sait qu'il quitte Force India Mercedes. Dommage qu'il y ait eu cette erreur, mais bon, la fougue de la jeunesse, là aussi, qui prive également Hamilton d'un très beau résultat. C'est dommage, parce que là aussi, quand on me dit il faut de la chance, Alonso il en a eu, parce que sinon il en a 2 devant lui qu'il ne rattrape pas. Ni Hamilton, ni Hülkenberg, il n'est pas en mesure. Donc au lieu de terminer 2, il termine 4. Donc
c'est vrai qu'on a bien compris Eh que oui. le trio des deux McLaren, Hamilton, Button et Hülkenberg, se bat pour la victoire globalement sur la Absolument. majorité du Grand Prix. Absolument. C'est finalement qu'après cet épisode Eh que oui. Button récupère la victoire et que Alonso récupère aussi Faut pas oublier qu'effectivement, bon, il y a le safety car, mais Oui. ils étaient très loin à un moment. Ouais, Ils ouais. étaient à 30-35 secondes de mémoire. Donc, et ils ne se sont arrêtés que 2 fois. C'est ça l'exploit quand même. On va peut-être y revenir. Le choix, le courage, la bravoure, là aussi, de Button et d'Hülkenberg qui restent en piste alors que tout le monde repasse des pneus intermédiaires. Là, Attends, le tu bilan- as ta ouais. petite liste. Oui, oui, Dès oui. le 10e tour, Alonso et Ouais, Massa ont mis ouais. des intermédiaires. Ouais. Enfin, Alonso 10e tour. Oui. Et je vois qu'effectivement Button et Hülkenberg attendent Voilà. le 23e tour. 23e tour, c'est absolument incroyable. Et donc là, on voit que la course devient extrêmement difficile. Donc là, il remonte à des pneumatiques différents. Et c'est uniquement à la fin, au 57e tour, qu'on monte des pneus intermédiaires. Sur 71. Et ben voilà. Eh oui. Non, il fallait un courage, il fallait une maîtrise, il fallait une sensibilité très particulière. Et là, je pense qu'ils étaient vraiment les trois, hein, avec Button, Ouais, ils ouais. étaient au-dessus du lot. Button qui finalement remporte bien 3 Grands Prix cette année. Le premier et le dernier notamment, Oui. c'est amusant. C'est-à-dire autant qu'Alonso. Oui, Eh oui. exactement. Eh oui. Mais ça a Autant été bien qu'Alonso. réparti parce que Ouais, Vettel ouais. n'en gagne que 5 entre guillemets, Oui. Hamilton 4, Oui. 3 pour Alonso, 3 pour Button. Et oui, on Mais- a bien le reflet de cette saison. Alors, tu mets le doigt sur un élément, on a vécu une saison exceptionnelle. Moi, Ah oui. j'y reviens, je le Ouais, dis. Rappelle-toi où étaient les Red Bull Renault dans la première moitié de la saison. Alonso a compté jusqu'à 50 points d'avance à un moment. Donc, on se dit, ça y est, il a quasi championnat Ah gagné. oui. Il va gérer. Je crois Il même est- l'avoir écrit sur motorc.com. Mais oui, il est fort, il est intelligent, il connaît le métier, c'est pour lui, c'est pas possible qu'il revienne. Et bien si, à coup de victoire, et on a vu l'enchaînement de victoires de Vettel, hein, qui a été formidable, à partir de Singapour, le Japon, la Corée du Oui, Sud, ça, c'est sûr que l'Inde, c'est 4 ça, c'est la victoires série consécutives, extraordinaire. on Ben voilà. fait Là, la il s'est différence. remis dans le Ouais, jeu, ouais. et à l'inverse, malheureusement pour lui, Alonso marquait un petit peu le pas, tout en assurant quand même des podiums, parce que je rappelle que sur les 5 derniers Grands Prix, 5 podiums, Eh oui. donc c'est exceptionnel. Ouais. Ah oui, non, mais quelle saison extraordinaire. Ouais. Allez, peut-être en rafale, parce que le temps passe vite. D'autres questions. Michael Schumacher, bah oui, c'est vrai que c'était aussi un événement dans l'événement, son dernier Grand Prix. Bon, bah il est dans les points. Au moins, il aura quand même réussi une belle performance. Oui, moi je suis content. Autant aux essais, il avait été en demi-teinte, effectivement. Je suis content qu'il sorte par une belle porte, finalement, parce que c'est un champion, là aussi. Il faut lui rendre hommage, bien évidemment. Est-ce qu'il manquera au monde de la Formule 1 ? Je ne sais pas. C'est à chacun de se prononcer en toute affectivité, affection, émotion et tout ce qu'on veut. C'est un champion immense, là aussi. Pas toujours correct, je le rappelle quand même toujours, avec des titres un peu contestés, voire contestables, on ne va pas se glisser là-dessus. Et puis un comportement en course, encore récemment avec Button ou avec Barrichello l'an dernier, qui est pour le moins discutable. C'est dommage, mais bon, rendons-lui hommage, c'est un grand champion qui se retire. Je ne sais pas de quoi son avenir sera fait. En tout cas, le plan de Mercedes a échoué, et son plan à lui, son retour a été un échec, il faut le dire crûment. Et ces 3 dernières saisons, comme certains le disent, sont probablement de trop. Voilà. Celui qui termine 3e du championnat du monde, c'est bien Kimi Raikkonen, qui nous a offert une image assez amusante, son excursion hors piste et sans sa volonté de prendre un raccourci. Ah ben non, on peut pas. C'est du Raikkonen Oui. dans le texte. Il n'y a que lui qui peut faire un truc pareil. Alors, il s'était déjà retrouvé à cet endroit-là après l'explosion de son moteur aux essais. Il s'était retrouvé, donc il connaissait les lieux, il avait repéré en quelque sorte. Là, hop, il sort. Et ben, on se dit, mais il va où ? Oui, il va garer sa voiture. Ben non, il fait demi-tour dans l'échappatoire. Il reprend quasiment la piste, non pas en sens inverse, mais en tout cas l'échappatoire en sens inverse. Il traverse c'est incroyable. Oui, parce qu'il y avait cette barrière en fait, il Ouais, n'a ouais. pas pu Non, court-circuiter. comme c'est il du voulait. Raikko, c'est Ouais, bon, c'est super. Il termine aussi et il sauve sa 3e place. Donc c'est un beau résultat pour Oui. l'équipe Ça, Lotus c'était Renault une qui image. n'avait plus Oui. qu'une voiture. Oui, malheureusement. tu vas nous en parler dans 10 secondes. Tiens, au niveau des images un peu étonnantes, Adrian Newey, c'est quoi cette photocopie qu'il a de la voiture de Vettel sur le muret des stands ? Attends, c'est extraordinaire. Je sais C'est un pas. Oui, agrandissement oui, donc, d'une oui, image télé oui, oui. qui est en direct même Oui, pratiquement, oui, oui. Parce qu'il examine bien les dommages sur la voiture de Vettel. Ça Absolument. vient d'arriver il y a 5 minutes. Et c'est là qu'on analyse. Ça veut Oui. dire qu'on a des moyens Ouais. dans les équipes, on a des moyens supplémentaires, même un examen, j'allais dire, visuel, parce que là, évidemment, la monoplace, elle passe à 320 Ouais. devant les stands. À aucun moment, hormis sur les images télé, on ne peut l'avoir. Ça veut dire qu'on est doté. On est capable de faire Oui. effectivement une Oui, image de arrêtée saisir à la une télévision, image, de de la l'imprimer sur le définir. circuit, de l'amener. Absolument. Ouais. Et Non, de l'amener pour que lui, visuellement, dise non, ok, on continue. Ouais. Et puis encore une fois, on voit que les performances, là, il signe une 21 et quelques. Le temps, il est plus rapide que les autres et on se dit, bon, la voiture est intacte. Ouais. Alors, les Français, bah là, on va parler des 3, parce que les 3, finalement, il y a des choses à dire. Commençons par Romain Grosjean. C'est un peu loupé, hein, ce dernier Grand Prix de la saison, parce que ce soit en qualif et en course, aïe.
C'est terrible même que Romain termine sa saison comme ça, parce qu'en qualif, après l'analyse des images, après avoir bien considéré, on n'essaie pas de dépasser à cet endroit-là. Je suis désolé, mais on n'a jamais vu de dépassement à cet endroit-là. On passe ou plus tôt dans la remontée parce qu'on est mieux sorti, ou plus tard à l'aspiration, c'est-à-dire juste avant l'amorce du DS de Senna, au freinage, en profitant de l'aspi, on ne passe pas au point de corde, et je vais même plus loin. Même si Pedro de la Rosa l'a vu, je pense qu'il l'avait vu, il ne s'écarte pas du point de corde, on est à 300. S'il s'écarte du point de corde à cet endroit-là, il finit dans le rail à la sortie. Donc il y a un moment, on ne peut pas lui demander non plus. Et puis lui, il est en train de réaliser son tour de qualif. Alors, à son niveau, bien sûr. Mais donc, d'ailleurs, Romain, après réflexion, a dit non, je n'ai rien à lui reprocher. Donc il se précipite, il arrache son museau, il n'est pas dans les temps, puisque évidemment, à ce moment-là, il y a une amélioration, et malheureusement, il se met hors jeu, il part 18e. Voilà. Et après, en course, ce qui fait un petit peu désordre, c'est que s'il n'y avait pas eu la sortie de Di Resta finalement dans les 2 derniers tours, Romain aurait été le seul à véritablement perdre le contrôle de sa voiture et aller se cracher. Évidemment, je ne le cherche pas plus que ça, et ça a dû être assez douloureux parce que je crois que le choc a été violent. Mais bon, c'est le seul à être parti un peu tout seul à la faute. Comment essayer de positiver? Déjà, c'est lui qui doit le faire. Je crois que ces vieux démons sont bien là, malgré ce qu'on a pu dire et écrire après Spa. C'est-à-dire que c'est un garçon rapide, c'est un garçon fougueux, c'est un garçon qui a envie, manifestement, c'est un garçon qui a le potentiel, mais à certains moments, il disjoncte, on va dire ça comme ça. À un certain moment, malheureusement, peut-être un certain manque de lucidité. Je sais, c'est facile sur un fauteuil d'en parler comme ça. Je ne le juge pas, moi non plus. Je l'aime bien, c'est un garçon talentueux. Mais là, il termine mal la saison. Et puis le drame, c'est que maintenant, il ne va plus remettre les fesses dans un baquet avant bien longtemps, si, j'espère pour lui, il y remet, parce que je crois que du côté de chez Lotus Renault, malgré tout, c'est pour ça qu'on n'a pas reconduit le contrat automatiquement, on doit réfléchir. Tu sais qu'il y a beaucoup de prétendants, les Cocos, je le disais hors antenne, les Kobayashi, Kovalainen, pour ne citer que ceux-là, les Buemi, enfin il y a beaucoup de gens qui actuellement cherchent un baquet, avec beaucoup de talent, beaucoup d'expérience, beaucoup de sérieux, et je sais bien qu'il y a les annonceurs derrière, je sais bien que c'est un pilote français avec un moteur Renault et Total qui est derrière lui. Mais je pense qu'on va devoir se poser la question, et je dirais là, j'aimerais pas être à la place d'Éric Boulier qui va avoir un choix crucial à faire. Je rappelle qu'il est à la fois manager personnel de Romain Grosjean et team manager de l'ensemble de l'équipe. Donc dans l'intérêt de l'équipe, quel va être le choix d'Éric? Je pense qu'il va y avoir des semaines de discussion et d'hésitation compréhensibles. Ce n'est pas une situation facile. Je le dis entre parenthèses et publiquement, si Kobayashi n'est pas au départ de la saison prochaine, c'est un scandale. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un scandale, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon. Jean-Éric Vergne termine l'année dans les points, 8e. On ne l'a pas spécialement vu, à vrai dire, Jean-Éric, mais force est de constater qu'il a su passer un peu au travers des gouttes et se frayer un chemin vers une superbe 8e place. Écoute, oui, dommage pour lui avec un tel Grand Prix, avec une telle bagarre pour la victoire et une telle bataille pour le titre. Évidemment, tous ceux qui ont fait des exploits derrière sont un peu passés à l'as, mais le résultat est là. Il égale sa meilleure performance, de mémoire, 8e. Alors lui, il termine remarquablement. Il termine la saison devant Ricciardo. Une nouvelle fois, il fait le boulot et il démontre dans des conditions d'adhérence extrêmement précaires, qui sont un vrai juge de paix au plan du pilotage, qu'il a une belle carte à jouer. On est ravis pour lui. Il était déjà conforté au sein de l'équipe Toro Rosso. Il y reste, donc c'est formidable. C'est une belle et bonne nouvelle. Tiens, j'ai entendu un bruit par parenthèse que peut-être Toro Rosso pourrait changer de moteur, pour un moteur français, puisque Renault déclare souhaite pour aller élargir son panel. Alors, on verra. Bon, affaire à suivre. Et puis Charles Pic, bravo à lui, parce que là aussi, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'était pratiquement proportionnel à un titre de champion du monde. Qui de Marussia ou de Caterham allait terminer devant l'autre à la fameuse 10e place du championnat du monde des constructeurs. Et ça s'est joué dans les dernières boucles. Absolument. Où Vitaly Petrov, et là on peut lui rendre quand même hommage, est allé chercher une 11e place vraiment valeureuse. Et Charles Pic, d'accord, se fait doubler, mais 12e à l'arrivée pour son premier Grand Prix du Brésil en Formule 1 dans ces conditions traîtres. J'ai envie de dire bravo, Charles. Écoute, une nouvelle fois, Charles ne déçoit pas. Depuis le début, je crois que pareil, avec la machine dont il disposait, l'équipe dont il disposait, il était vraiment difficile de se mettre en évidence, de briller, mais par rapport à son équipier, par rapport justement à tout ce qu'il a pu apprendre pendant la saison. C'est un garçon discret, effectivement, en dehors de la monoplace, qui monte un petit peu d'un cran. Le paradoxe, c'est que le fait de se faire dépasser par Petrov donne effectivement cette 10e place au championnat à l'équipe dans laquelle il arrivera l'an prochain. Alors, je suis obligé de le spécifier. Certains y ont pensé. On ne peut pas le suspecter de mauvaise foi ou de quoi que ce soit. Je le dis simplement, il quitte Marussia, qui sera donc 11e, pour aller chez Caterham, qui sera donc 10e.
parce que le dépassement de Petrov s'est bien opéré. Bon, alors on ne sait pas qui sera son équipier, par parenthèse. Non. Est-ce que ce sera Petrov ou Kovalainen? Bon, ça va être une question de gros sous. Voilà, on va y aller carrément. Bon, bah écoute, je te propose de nous arrêter là. On gardera peut-être un œil sur les Mexicains, tiens, aussi dans le futur, parce que Pérez, depuis qu'il a signé pour McLaren, il ne fait plus rien. Il a encore, bon, c'est peut-être pas de sa faute. Bruno Senna, c'était peut-être pas génial de faire ce qu'il a fait aussi. Non, c'est dommage qu'il termine lui aussi sur son terrain, j'allais dire à São Paulo, où le nom de Senna, et évidemment, il y en aura une pensée pour Ayrton, bien sûr, puisque lui qui s'était imposé ici en 91, on sait avec quelle émotion, etc. Ayrton qui est enterré à quelques jets de pierre, j'allais dire, du circuit, auquel tout le monde a pensé, avec un Senna. Bon, c'est dommage que Bruno n'ait pas terminé, surtout que lui aussi, on ne sait pas du tout ce qu'il va devenir, Bruno Senna, pour la saison prochaine. Je parlais des Mexicains, bon, bah, Gutiérrez qui arrive chez Sauber, tant mieux pour lui. Mais bon, va falloir, va falloir montrer de quoi il peut être fait. Et puis, bah, écoute, les transferts, oui, il y en aura peut-être encore quelques-uns d'ici cette intersaison que l'on va suivre. Très intéressant à prendre, c'est clair. Ouais. Bon, écoutez, les commentaires vont continuer sur motorstay.com, sur le blog. Je vais mettre mes étoiles. Je sais que vous suivez ça aussi. Allez, on s'amuse à mettre un peu comme ça des tableaux d'honneur. Dans quelques jours, je vais faire une petite analyse aussi. Il y a des choses qui vont remonter. On va analyser pilote par pilote. On va faire les bilans, forcément, de cette saison 2012 qui a été, et là, il faut le redire, exceptionnelle. Et on a pris un plaisir immense, évidemment, à la suivre. Et à vous commenter tous les lundis après chaque Grand Prix dans le cadre de ce débriefing F1. Merci à nos amis et partenaires de F1-direct.com qui vous permettent de suivre en direct live tous les Grands Prix de la saison. Merci à Jean-Rémy Lazo qui, toute l'année, nous a réalisé cette émission. Merci à vous les internautes, fidèles et passionnés. Merci à toi Jean-Luc. Merci LMB. Merci beaucoup à vous. À bientôt.